je souhaitais d'emblée commencer par cette question. On nous dit que 97% des scientifiques sont unanimes pour dire que les réchauffements globaux de la planète est lié aux activités humaines et que nous allons vers des catastrophes majeures si rien n'est fait rapidement pour endiguer les rejets de CO2. Alors vous, Étienne, qu'en pensez-vous ? Il est comme ça certains chiffres, comme 97%, qui tournent en boucle sur les médias et qui deviennent une vérité absolue à force de tourner en boucle. Mais on ne sait pas toujours d'où ils sortent. Et il faut faire des recherches approfondies pour trouver d'où vient l'origine. Et quand on la trouve, souvent on se rend compte que ça ne représente pas grand-chose de la vérité. Donc rien que le chiffre lui-même devrait éveiller quelques doutes. J'ai rarement vu qu'en science, tout le monde soit unanime. Et vous savez, dans un pays, quand quelqu'un est élu avec 97% des voix, on peut se poser la question sur la qualité de la démocratie. Alors on va regarder ça un peu plus en détail. Si on regarde, j'ai fini par trouver où était l'origine de ce 97%. C'est un papier de Cook qui a été publié donc en 2013. Et en fait, un papier qui serait passé inaperçu s'il n'y avait pas eu un tweet de la Maison-Blanche qui l'a recyclé en boucle. Et c'est devenu, ça a fait le tour du monde, qui disait 97% des scientifiques sont d'accord, le changement climatique est réel et il est vraiment dangereux. Et il est fait par l'homme et dangereux. Donc, si on regarde bien ce papier, et ça a été fait quelques années plus tard, en 2015, par Leygate et toute son équipe, et ils ont publié un papier dans un journal à comité de lecture qui a été revu, et ils ont repris tous les chiffres du papier précédent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 11 944 papiers analysés dans le premier papier, qui prétendaient à 97% être pour le réchauffement climatique, seuls 41 se déclaraient réellement pour le réchauffement climatique. Donc ça réduisait ce chiffre de 97 à 0,3%. Donc des fois il faut faire attention de ce qui tourne en boucle, qui n'est pas vérité d'évangile. D'accord. Et pourtant on se réchauffe bien. Alors, on se réchauffe, c'est une évidence, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord et on va le voir plus en détail. Mais un grand nombre de scientifiques ne sont pas dans le consensus que c'est l'homme qui est la cause. Plus de 4000 scientifiques avaient déjà mis en garde les autorités contre des pseudo-arguments scientifiques qui ne affolé tout le monde. En 2009, c'était 31 000 scientifiques américains qui s'étaient élevés contre des affirmations absolument pas démontrées et qui avaient signé cette affirmation. Il n'y a pas de preuves scientifiques convaincantes que les émissions anthropiques de CO2 provoquent ou provoqueront un réchauffement catastrophique de l'atmosphère et un dérèglement du climat. En revanche, il y a des preuves scientifiques substantielles que l'accroissement de la teneur en CO2 produit des effets bénéfiques sur la faune et la flore terrestre. Donc voilà un grand nombre de scientifiques qui disent le contraire de ce qui tourne en boucle dans les masses médias. Alors d'après vous, les rejets de CO2 liés à l'utilisation massive de combustibles fossiles n'en seraient pas la cause ? Non. Rien que si on regarde la littérature, déjà, le consensus éclate très vite, puisque quand on regarde sur les 10 dernières années, on trouve quelques 2617 papiers qui pensent que le réchauffement n'est pas lié à l'homme, quand, avec les mots-clés réchauffement anthropique, on en trouve plutôt que 2500. Donc on voit que déjà, il y a dans la littérature publiée un plus grand nombre de personnes qui doutent que de personnes qui croient que l'homme y soit pour quelque chose. Alors on va essayer de regarder un peu maintenant qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers, quelle est la teneur scientifique de ce qu'il peut y avoir. Alors je cite en passant un grand nombre de climatologues connus qui disent: je ne vois pas venir de catastrophe. Ce qu'on nous annonce comme une preuve évidente que l'humanité doit changer parce que tout va aller mal, et juste pas montré par les faits. Judith Curry aussi, c'est un professeur éminent en climatologie. Elle a démissionné de ses fonctions parce qu'elle n'en pouvait plus du matraquage médiatique qu'elle avait. Et là, elle a été réhabilitée parce qu'il y a eu un changement de gouvernement où enfin ceux qui s'exprimaient ont pu avoir de nouveau la parole. Et elle nous dit, mais presque la moitié du réchauffement qu'on a constaté au XXe siècle est antérieur au boom industriel des années 60. Donc, comment voulez-vous relier ça au CO2 ? La climatologie, nous dit-elle, est devenue un parti politique de tendance totalitaire. Une science douteuse
au profit d'un projet politique. Donc on va voir ça tout au long de l'exposé. Oui, alors donc avec quoi, pourquoi nous fait-on peur? C'est la question. Alors, je finis sur le dernier point avant de répondre à votre question. Rien que pour la France, 13 personnalités éminentes ont écrit ce mois-ci au gouvernement et ont fait une lettre ouverte dans Causeur et qui disait déjà modeste au siècle dernier, le réchauffement de la planète a considérablement ralenti dans les 20 dernières années, malgré le triplement de nos émissions de CO2 de ces 50 dernières années. Donc, beaucoup de scientifiques éminents en France pensent comme moi. Alors, je finirai sur cette partie du consensus, puis on va regarder les faits plus techniques. Mais pour finir sur cette partie consensus, je voudrais citer Michael Crichton qui dit « Consensus imposé n'est pas science ». Il nous dit « La vérité scientifique ne s'établit pas par consensus, mais par sa concordance avec le monde réel. La démarche scientifique se nourrit de scepticisme, d'esprit critique, de remise en question, de doute. Toutes ces choses qu'on m'interdit aujourd'hui au nom du réchauffement climatique. Le consensus scientifique n'existe pas. Soit c'est un consensus et ce n'est pas de la science, soit c'est de la science et ce n'est pas un consensus. Voilà, je pense avoir répondu à la première question sur la partie du consensus. Alors maintenant, on va regarder des faits. Effectivement, personne ne nie que nous sommes d'une période de réchauffement. Là, j'ai mis quelques chiffres sur un siècle et mon ami Pierre, qui fait de la montagne, a vu de ses propres yeux ces photos où les glaciers des Alpes se rétrécissent. Moi qui ne suis pas dans les glaciers, mais plutôt au milieu du Côte-du-Rhône, c'est la date des vendanges que je vois avancer d'année en année. Donc on voit que sur à peu près depuis 1945, on a gagné 3 semaines. Il n'y a aucun doute, et tout le monde est d'accord, que nous sommes dans une phase de réchauffement. Mais qu'en est-il à l'échelle mondiale? Si maintenant on regarde avec un peu de recul sur les 2000 dernières années, ça c'est une courbe que j'ai tirée d'un rapport du GIEC, on voit que le climat a toujours évolué. Et il passe par des hauts, des bas. On voit que si on regarde les extrêmes des courbes bleues, ça peut être plus 1 degré, moins 1 degré, sur des constantes de temps très longues, ça met des siècles pour évoluer vers la hausse ou vers la baisse. Donc effectivement, on voit qu'il y a eu des temps plus froids, il y a eu des temps plus chauds, et on va faire un petit zoom sur les 2000 dernières années. Voilà une photo, je dirais qu'il n'est plus cette fois-ci les courbes scientifiques, mais qui est plus une image, pour montrer comment on a toujours présenté ces variations climatiques. On voit que dans les parties bleues, c'était des parties froides, les parties rouges, des parties plus chaudes par rapport à aujourd'hui, où aujourd'hui on est plutôt dans une partie rouge, plutôt chaude. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas que le climat bouge qui a changé. Ce qui a changé, c'est le vocabulaire. Jusqu'à présent, dans tous les ouvrages, quand il faisait chaud, on appelait ça optimum. Donc on parlait de l'optimum romain, l'optimum médiéval. Parce que de tout temps, quand on lit les livres d'histoire, quand il faisait chaud, il y avait moins de maladies, les moissons étaient meilleures, on n'avait pas à se chauffer l'hiver, au moins c'était beaucoup moins un consommateur d'énergie, et on allait vers un optimal. Par contre, lorsqu'on se refroidissait, eh bien, tout le monde se plaignait du refroidissement. Les Vikings qui avaient occupé le Groenland, qui à l'époque, terre verte, même si je ne polémiquerai pas avec les géologues pour dire si tout était vert ou seulement 10%, il y avait suffisamment de verdure pour que toute une population s'y installe. Et puis on trouve dans les livres d'histoire qu'ils ont dû quitter le Groenland parce qu'il faisait de plus en plus froid. Donc on a eu une période où le Groenland était suffisamment chaud pour être habité, puis on lit « nous avons dû quitter » et là ils se plaignent du refroidissement. Nos bateaux sont pris dans la glace plus tôt, ça pose des problèmes, c'est difficile, on est obligé d'aller ailleurs. On voit que dans cette période qu'on a appelée petit âge glaciaire et qui a commencé il y a fort longtemps et qui culmine vers les années 1600-1700, eh bien la Tamise gelée, alors est-ce que c'est 1 fois, 10 fois par an, par siècle ou 20 fois par siècle, je ne sais, mais elle gelait suffisamment souvent pour qu'on le retrouve dans les listes d'histoire, chose qui n'arrive plus aujourd'hui. Donc on avait des périodes froides et effectivement, on sort actuellement de ces périodes froides. Alors, pour finir sur ce dernier point, puis je prends votre question suivante, je voudrais vous montrer ici le travail d'un géologue suisse qui a travaillé sur la dimension des glaciers. Et qu'est-ce qu'il montre?
c'est qu'en gros, depuis l'an 2000, il y a eu à peu près autant de périodes où les glaciers étaient en régression, ont diminué, que de périodes où ils étaient en augmentation. Des périodes de réchauffement, où ça diminuait, des périodes de refroidissement, où ils augmentaient. Et il nous parle de cols dans les Alpes qui aujourd'hui sont occupés par des glaciers, mais qui étaient libres de glaciers, par exemple du temps de ce qu'on a appelé l'optimum romain, et qui a permis à Hannibal de passer dans des cols des Alpes où aujourd'hui on trouve de la glace. Tout à fait. Alors je reviens peut-être, et je vous relance à nouveau sur une question qui vous a été posée précédemment, sur l'utilisation massive des combustibles fossiles. Donc ça n'est pas la cause pour vous, vous Alors, confirmez cela? On va le regarder plus en détail, mais déjà une première réflexion avec beaucoup de recul. Si on regarde l'énergie qui arrive du Soleil, la Terre ne capte qu'une toute petite fraction de l'énergie émise par le Soleil, mais cette toute petite fraction est déjà 10 000 fois plus importante que chaque jour. Elle est 10 000 fois plus importante que celle qui est consommée par l'homme en une année. Donc on voit qu'une toute petite variation, ne serait-ce que d'une fraction de % de l'activité solaire, aurait beaucoup plus d'influence que si l'homme arrêtait d'exister sur la planète. Donc on voit déjà qu'il y a une disproportion énorme entre l'impact que peut avoir l'homme et l'impact qu'a le Soleil. Donc on peut se poser la question, quand on voit ces chiffres, de est-ce que vraiment ce qu'on ajoute comme énergie à l'énergie solaire qui arrive peut avoir un impact climatique aussi important. Alors, on va essayer de regarder plus en détail certains chiffres. Ce qu'on invoque pour dire que c'est le CO2, donc le fait qu'on brûle des énergies fossiles, qui est la cause du réchauffement, c'est l'effet de serre. Alors l'effet de serre, d'abord avant de le diaboliser, il faut dire que c'est quelque chose d'extrêmement sympathique. Parce que s'il n'y avait pas d'effet de serre, eh bien la température moyenne de la Terre serait à moins 18 degrés, l'eau serait glace, et il n'y aurait pas de vie possible. Donc merci l'effet de serre, qu'on est plutôt vers 15 degrés que moins 18, ce qui est fort favorable à la vie. Donc avant de diaboliser l'effet de serre, commençons par le remercier. Ensuite, l'effet de serre, quels sont les gaz à effet de serre? C'est des gaz qui ont des molécules de 3 ou plus atomes, puisque l'azote ou l'oxygène, qui sont diatomiques, ne vont pas intercepter l'infrarouge qui est réémis par la Terre, et du coup ne vont pas avoir d'effet. Donc le principal gaz à effet de serre, c'est de loin l'eau. Et tout le monde a expérimenté l'effet de serre lorsqu'il fait un peu de camping. Le jour où vous avez un ciel nuageux, à 6 h du matin, il ne fait pas trop froid, mais le jour où vous avez un beau ciel bleu, à 6 h du matin, vous gelez parce que la chaleur du sol s'est évacuée vers l'extérieur. Donc c'est ça, principalement, l'effet de serre. Alors certes, le gaz carbonique, bon, là je ne suis pas assez compétent pour en discuter parce que certains remettent en cause son rôle dans l'effet de serre. Moi, pour le moment, j'en reste à la littérature standard. C'est un gaz à effet de serre qui a une certaine contribution très minoritaire par rapport à celle de l'eau. Il y en a d'autres, comme le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone, mais qui, eux, sont encore plus minoritaires que le CO2. Maintenant, regardons la concentration de ce gaz. Quand la vapeur d'eau varie suivant les moments entre 1 et 5% dans l'air, on voit que le CO2 va être ce qu'on appelle en ppm, partie par million, c'est-à-dire entre 0,03 plutôt au début du siècle et 0,04 maintenant, c'est-à-dire des quantités extrêmement faibles. Donc, déjà, dans l'effet de serre, il est loin d'être majoritaire. Ensuite, dans l'effet de serre, qu'est-ce qu'on y rajoute vraiment en brûlant nos fossiles? C'est ce qu'on va regarder là. Les rapports du GIEC eux-mêmes disent moins de 5%. Dans le dernier rapport du GIEC, c'était 3, quelque chose, 3,8 je crois. En gros, l'apport lié à l'homme du CO2 par rapport au CO2 naturel qui s'échange naturellement parce que les arbres brûlent, se décomposent, parce que la biomasse en récupère, etc., parce que l'océan échange, ça ne représente que 3 à 5% de l'inventaire des échanges en CO2. Croire que déjà quelque chose de secondaire dans l'effet de serre, dont seulement l'homme ne joue que sur moins de 5%, peut à lui seul modifier le climat, déjà le bon sens est un petit peu bousculé. Alors maintenant, regardons les chiffres, et là c'est les courbes que j'ai tirées du rapport pour décideurs, le sorte de résumé pour décideurs que fait le GIEC, et il donne 3 courbes. La première du haut donne l'augmentation de la température depuis 1850. On voit sur cette figure, c'est la figure du haut, que en gros, on peut tirer une grosse ligne là, ça monte de manière
quasi régulière. Alors bien sûr, c'est très erratique, c'est très irrégulier, ça monte, ça descend, mais sur 150 ans, on pourrait tirer une ligne. En gros, on se réchauffe depuis le petit âge glaciaire, c'est-à-dire depuis 150 ans. On ne voit aucune inflexion qui serait liée à 1960, le début de l'ère industrielle, où les émissions vont augmenter et augmenter et augmenter. Même topo pour le niveau des mers. Le niveau des mers, on voit que l'augmentation du niveau est à peu près régulière et ça monte à peu près de 20 cm par siècle. La belle affaire, hein. 20 cm par siècle, ce n'est pas l'inondation annoncée, hein. Donc, c'est à peu près régulier, de 20 cm par siècle. Alors, là-dedans, cette montée vient pour une partie du réchauffement, puisque ça se dilate, vient pour une autre partie de la fonte des glaces, puisqu'effectivement, les glaciers diminuent. Mais c'est une variation extrêmement modeste, mais surtout, vous voyez, qui est régulière. Aucune inflexion. En 1850 jusqu'à 1950, les rejets en CO2 sont complètement ridicules, et rien ne change après 1950. À première échelle. Après, on va regarder plus le zoom dans le détail. Par contre, effectivement, la courbe de CO2 atmosphérique qui est la dernière, elle, ne monte pas de manière linéaire sur les 150 dernières années. On voit qu'elle monte de manière relativement régulière jusqu'à peu près 1960. Là, on peut penser qu'effectivement, la teneur en CO2 augmente du fait du réchauffement, parce que le CO2 est moins soluble quand c'est chaud, et donc il y a un dégazage de l'océan. Puis, tout d'un coup, on voit une accélération qui effectivement est probablement liée, comme le pense le GIEC, et je le pense aussi, aux combustibles fossiles qui émettent du CO2. Alors on voit une décorrélation déjà. Vous voyez, ici c'est régulier, et puis on voit quelque chose qui change en 1960 et qui s'accélère. Ici, on ne voit absolument pas, ni sur la montée des eaux, ni sur la montée des températures, ce changement. Si on regarde plus en détail maintenant cette courbe, on va faire un zoom sur la température, ce qui nous paraissait en première approche une montée régulière. Si on le zoome un peu, on peut voir que ce n'est pas si régulier que ça. On voit une montée relativement régulière, même si elle reste erratique, entre 1910 et 1950. Puis, 1950 à 1975, il semble plutôt que la température rebaisse. Puis, ça repart de 1975 à 2000 vers la hausse. Et puis depuis l'an 2000, on est quasiment stabilisé. Alors, c'est intéressant de voir que suite à cette baisse que je viens de vous montrer ici, là, entre 1950 et 1975, eh bien, tout le monde s'était affolé. Il y avait 42 scientifiques américains qui avaient écrit au président des États-Unis « Attention, nous allons vers un refroidissement climatique dramatique » et qui avait commencé à affoler la planète. Ça a été repris par les journaux qui nous disaient « En 1975, nous allons vers l'âge de glace ». En fait, cette pause, ce petit refroidissement entre les années 50 et 75 est expliqué par les géologues traditionnels par le fait de la pollution industrielle. On sait qu'effectivement, lorsqu'on a des particules, ça absorbe le rayonnement solaire et donc ça fait un écran qui empêche le soleil d'arriver jusqu'à nous et de ce fait qui refroidit la planète. Alors c'est assez bien documenté, notamment du fait des éruptions volcaniques qui, lorsqu'elles envoient plein de poussière dans l'atmosphère, qui vont tourner dans tout l'hémisphère concerné, eh bien, vont effectivement conduire à des refroidissements significatifs pendant 1, 2, 3, 4 années. On va pouvoir encore le mesurer. Alors, leur explication, c'est la pollution qui a fait baisser la température entre les années 50 et 75. Honnêtement, moi je ne suis pas complètement convaincu par cette explication, parce que si le réchauffement était uniquement en France ou en Europe occidentale, j'y croirais volontiers, parce qu'effectivement, notre niveau de pollution a drastiquement baissé à partir de 75. On a commencé à mettre des centrales nucléaires au lieu de centrales à charbon, donc les dioxydes de soufre ont énormément baissé. Donc sur l'Europe occidentale, la pollution a chuté de manière remarquable. Mais le réchauffement dont on parle est mondial. Moi, dans cette même période, j'allais dans les pays de l'Est et je peux vous dire que la pollution, ça allait à gogo. Et puis, ensuite, dans les années 90 et 2000, ça a été la Chine et l'Inde qui ont continué à polluer. Et me faire croire que depuis 70, il n'y a plus de pollution, et c'est ça qui explique, j'ai beaucoup de mal à le croire.
Alors là, effectivement, pour alimenter la cause que effectivement les poussières peuvent être une raison, je vous montre l'impact d'un très très gros séisme, l'éruption du Tambora le 10 avril 1815 dans l'île indonésienne de Sumbawa. Alors, on considère que c'est vraiment le séisme et le volcan le plus meurtrier du dernier millénaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans l'année qui a suivi, on a appelé ça l'année sans été. Il y a eu un refroidissement significatif et tous les récits montrent les récoltes étaient réduites à néant, il y avait du gel, des pluies, des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Une fois plus, l'histoire nous dit que c'est les refroidissements qui posent problème et pas les réchauffements. Mais à cette époque, on n'a pas su faire le lien entre le volcanisme et ce refroidissement et on ne comprenait pas qu'est-ce qui était arrivé. Aujourd'hui, on l'explique assez bien. Voilà. Mais moi, ça ne me satisfait pas de penser que c'est la pollution industrielle, quand je sais qu'aujourd'hui, la pollution industrielle, elle existe, même si elle a énormément diminué sur l'Europe de l'Ouest, elle existe dans beaucoup d'autres pays du monde, et qu'à l'échelle mondiale, on ne peut pas dire qu'elle a été drastiquement réduite. Alors, il y a d'autres explications à ce petit refroidissement des années 50 à 75, et là j'ai pris une courbe de l'irradiance solaire qui a été publiée dans les années 2014, et on voit qu'effectivement, ici, eh bien, on a une baisse de l'irradiance solaire qui correspond assez bien aux années 1950-1975. Donc il y a d'autres explications possibles. Je ne suis pas compétent pour trier. Moi, ce que j'essaye, c'est de faire un travail de bon sens. Alors maintenant, revenons sur notre courbe où j'ai un peu zoomé, et on s'est intéressé au début, ça réchauffe, puis ça baisse un peu, puis ça remonte, effectivement, et là, depuis un certain temps, on voit qu'on n'a quasiment plus d'évolution. Alors regardons ce que nous dit le GIEC. Voilà les courbes plus détaillées, où effectivement, certains peuvent, vu le côté très erratique, faire tracer une droite et dire il n'y a rien qui se passe, et d'autres qui veulent regarder plus en détail disent non, à partir de l'an 2000, on voit que c'est quasiment plus de réchauffement, on peut faire passer absolument tout ce qu'on veut par là, puisqu'on est inférieur à la barre d'erreur, c'est-à-dire qu'on peut mettre ça bouge pas, ça bouge légèrement, même certains ont mis ça refroidit légèrement, on n'est pas capable de discriminer compte tenu des incertitudes expérimentales. Mais grosso modo, on ne se réchauffe plus de manière significative depuis 1998. Alors, on est coincé entre deux pics qui ont affolé le monde. Et moi-même, j'ai été piégé quelque part par le premier pic, parce que j'enseignais à l'université, j'enseignais le réchauffement climatique en croyant en toute bonne foi que c'était un danger pour la planète. Et on m'avait dit, regarde, en 98, ça monte d'une manière absolument ahurissante, comme ça n'a jamais monté. Donc il y a vraiment quelque chose, la planète se réchauffe de manière extrêmement forte. Et donc, à cette époque, j'y avais cru. Et bien ensuite, c'était retombé, et on nous avait expliqué, c'est là que moi je découvrais les phénomènes El Niño, des courants océaniques qui, de manière assez cyclique, reviennent et réchauffent et conduisent à des réchauffements qui sont souvent suivis par El Niña qui conduit à un refroidissement. Et en fait, c'était juste un phénomène El Niño qui avait fait qu'on a eu un pic de température en 98. Ça a ensuite baissé, c'est rentré dans l'ordre et rebelote. En 2015-2016, un nouveau El Niño, ça remonte. Mais si on regarde bien derrière, eh bien voilà, aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait vécu un été caniculaire en France, eh bien, depuis 3 ans, on se refroidit. Alors, ça ne veut pas du tout dire que le climat se refroidit. Ça veut dire qu'on est en queue d'un El Niño. C'est juste un phénomène simple et naturel. Mais ça, c'est le nombre d'événements maximum qu'on peut observer. Le nombre de records de température qu'on a sur tous les points du globe dans la planète. Et on voit qu'il est particulièrement élevé en 2016, il diminue en 2017, il diminue en 2018. Donc clairement, on a fini l'El Niño et on rentre juste dans la normale. Alors si maintenant on regarde le CO2, je vous dis, lui, il ne varie pas de manière linéaire. Et même le CO2 émis, qui est passé de quelques 268 ppm à aujourd'hui, on n'est pas loin de 400 ppm dans l'atmosphère, on voit que cette augmentation
elle paraît effectivement corrélée au fait qu'on brûle des combustibles fossiles. Et la quantité qui a été émise dans l'atmosphère entre 2000 et 2010 correspond à 1/3 des émissions depuis 2 siècles. Donc c'est extrêmement significatif. En 10 ans, on a émis 1/3 des émissions qu'on a émis depuis 2 siècles. Donc effectivement, pas étonnant que ça change la teneur en CO2. Si ça avait un impact si drastique sur le climat, on devrait voir à partir de 2010 une flambée de température, une flambée d'augmentation des niveaux de la mer, chose qu'on ne voit absolument pas. Donc on voit au contraire une décorrélation totale entre la teneur en CO2 de l'atmosphère et la teneur et la température moyenne de la planète, pour autant qu'on arrive à l'apprécier. J'ai une question un peu humoristique. Pourquoi veut-on entretenir cette atmosphère anxiogène? Et pourquoi veut-on nous faire peur? Et avec quels éléments utilise-t-on cette peur? Alors, on va y revenir dans une deuxième partie. Je voudrais juste finir la partie technique, et puis je vais répondre à votre question quand même. Mais pour finir la partie technique, vous voyez, toutes les publications montrent que les effets dont on parle, rafraîchissement des glaciers, ont commencé vers 1850. Alors que l'augmentation du CO2 n'est significative qu'à partir de 1960. On a de la même manière le niveau de la mer, dont l'augmentation commence en 1850, alors que les rejets commencent en 1960. Donc on a cette décorrélation, et c'est les modèles qui nous font peur, ce n'est pas les mesures. Donc ces modèles, c'est ça. Voilà les modèles du GIEC. Alors ça, c'est la moyenne de 102 modèles. Ces modèles nous disent on va partir vers un réchauffement dramatique. On va monter, monter, monter. L'observation, au contraire, nous montre qu'on plafonne et qu'on ne suit pas du tout les modèles. C'est pas du tout choquant pour un scientifique d'avoir des modèles qui ne suivent pas la réalité. Mais la manière de faire fonctionner la science, c'est de dire, quand mon modèle ne suit pas la réalité, c'est qu'il me manque un paramètre, il faut que je révise mon modèle et qu'on arrive à trouver pourquoi ça diverge. Eh bien là, on est dans quelque chose où non, on s'arc-boute dans ses bottes, droit dans ses bottes, c'est mon modèle qui a raison, et de toutes les manières, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour moi, on n'est plus dans la science. Alors si on regarde les modèles plus en détail, là j'avais mis la moyenne, là je vous mets l'ensemble des modèles, on voit que les expériences sont quasiment toutes en dessous des prévisions des modèles. Il y a quelques modèles qui pourraient ressembler. C'est ceux dans des scénarios où on a arrêté depuis 2000 de rejeter du CO2. Mais justement, ce n'est pas les scénarios réalistes, puisque le CO2 a continué. Donc les seuls modèles qui pourraient marcher sont ceux qui ne marchent pas parce que la teneur en CO2 a continué à augmenter et on ne s'est pas réchauffé. Alors, il y a eu, ce qui est un peu d'humour aussi, un pari qui a été fait par un professeur. Et en 2017, Al Gore, qui a failli être président des États-Unis et qui a été reçu comme prix Nobel pour ses travaux, il n'a pas fait de travaux, mais il avait publicisé le réchauffement climatique et avait reçu le prix Nobel pour ça, écrivait « Beaucoup de scientifiques nous avertissent que nous approchons d'un point de non-retour qui pourrait, dans moins d'une dizaine d'années, pas plus d'une dizaine d'années, faire qu'il devienne impossible d'éviter des dommages irréversibles. Attendez, attention, à quoi? À l'habitabilité de la planète par la civilisation humaine. À dire qu'en gros, il nous disait, c'est notre existence même qui est menacée, et dans moins de 10 ans, c'est un point de non-retour. Alors, ça avait fait rire pas mal de scientifiques, et il y a un professeur, le professeur Scott Armstrong, de l'université de Pennsylvania, qui avait proposé à Al Gore un pari de $10 000, en lui disant, on se donne rendez-vous dans 10 ans, et je vous parie que dans 10 ans, on sera plus proche d'un non-effet que de toutes vos prévisions alarmistes. Aujourd'hui, les 10 ans sont passés, effectivement, tous les papiers montrent qu'il avait raison. Al Gore n'a jamais voulu parier, parce qu'Al Gore savait qu'il vendait du vent. Donc, il n'a jamais parié. Mais il y a un site internet qui a été ouvert pour suivre le pari virtuel qui n'a pas été reçu par Al Gore, et régulièrement, on pouvait voir l'écart entre les prévisions et la réalité. Alors, maintenant, la science a fait des progrès dans ces années. Et les scientifiques ont travaillé, et certains ont bien travaillé. Et donc ils ont dit, puisqu'on a peur
de ce réchauffement et que c'est le CO2 qui, dans nos modèles, nous fait partir vers des envolées qui paraissent dangereuses, on va bien travailler sur ce qu'on appelle la sensibilité climatique. C'est-à-dire le facteur qui dit qu'en cas de doublement du CO2 à l'atmosphère, ça s'élève la température moyenne de combien de degrés? Alors là, le professeur Gervais m'a communiqué ce diaporama où il a fait une recherche de toutes les données de la littérature et on voit des choses extrêmement intéressantes. On voit qu'en l'an 2000, les papiers qui étaient publiés disaient que si le CO2 double, la température de la planète va se chauffer de 3 à 6 degrés en plus. Ça va être alors le GIEC, bien sûr, prend toujours l'extrême et disait c'est 6. Mais en fait, les différentes données disaient entre 3 et 6. Et puis, quand on regarde les données de 2005, c'était plus qu'entre 3 et 4. Et puis, quand on regarde les données de 2010, c'était entre 1 et 3. Et puis, quand on regarde les données de 2015, c'est entre 0,8 et 1,5. Et puis quand on regarde les données de 2017, c'est entre 0 et 0,8. Donc, si la courbe continue dans cette tendance, on va arriver à ce que la démonstration soit faite que le CO2 joue de manière complètement négligeable sur la température globale de la planète. Mais malgré que ces faits soient publiés et ces données connues, on continue à affoler les gens sur la base de travaux qui datent de l'an 2000. Et sur la base de ces prévisions qui aujourd'hui sont complètement obsolètes, on continue à affoler tout le monde. Alors il y a un professeur français, monsieur Christian Giraudot, qui a écrit un livre que je vous recommande, Le CO2 est bon pour la planète, qui a dit « Faites seulement un changement d'échelle, tout simple. Arrêtez de rentrer dans ces considérations compliquées de science. Et au lieu d'accepter ces trucs où on varie 0,01 degré, 0,1 en plus, 0,1 en moins, etc., remettez-le sur une échelle normale qui démarre à 0 degré Celsius. » Alors c'est ce qu'il a fait là. Et puis mettez depuis 1800, qu'est-ce qui se passe ? Et vous allez voir que les oscillations deviennent à peine perceptibles, elles sont là. On oscille entre 13,7 et 14,7 sur 2 siècles. Et rien dans ces mesures ne permet d'anticiper les prévisions du GIEC qui tout d'un coup divergeraient brutalement. Et rien que le bon sens, c'est de remettre à une échelle significative. Parce que souvent, on se laisse tromper par les zooms qu'on fait d'échelle. Et de remettre en échelle linéaire en repartant à 0, ça remet les pendules à l'heure. Alors, je profite de ce livre pour dire que j'abonde dans ce qu'il a dit, le CO2 est bon pour la planète. En fait, le CO2, n'importe quel enfant a appris à l'école primaire, c'est la base de la vie. On apprend que si on veut qu'il y ait de la biomasse, il faut de la photosynthèse et que le CO2 est essentiel. Et en fait, le CO2 n'est pas un poison. Le CO2, c'est un gaz inerte qui n'est absolument pas toxique. Il y a quelques accidents de CO2 parce qu'il est plus lourd que l'air. Effectivement, si dans une cuve, vous faites fermenter du vin et que vous videz le vin et vous laissez le CO2, il va aller vers le bas. Si vous rentrez en bas, eh bien, vous risquez de manquer d'air et donc de vous étouffer par manque d'air. C'est pour ça que moi, quand j'étais petit, que je nettoyais les fûts de chêne, on rentrait avec une bougie. Si la bougie s'éteignait, on sortait vite. Si la bougie ne s'éteignait pas, on pouvait aller nettoyer ces grands foudres en chêne. Bon, mais ce n'est pas un toxique chimique, contrairement au CO, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie. Alors quand on regarde bien, les études publiées, notamment dans Nature Climate Change, en 2016, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Depuis 30 ans, la planète ne fait que verdir. On estime que 25 à 50% des terres végétalisées ont augmenté. Si on mettait à plat ce verdissement de la planète, c'est comme depuis 30 ou 40 ans, on avait rajouté 2 fois la taille des États-Unis en continent vert. Et tout le monde nous dit, oh là là, si on arrache quelques arbres, si on met de l'huile de palme, oh là là, on va déforester complètement. La planète ne fait que verdir depuis 40 ans. Mais on est en permanence dans l'intox. Si on regarde les gros titres, et souvent, malheureusement, les gens ne lisent pas les articles, vous savez que les gens ne lisent quasiment plus aujourd'hui, mais même s'ils ne lisent pas, quand ils passent dans le métro, ils voient un gros titre, ils voient une image. Et c'est ça qui façonne l'opinion publique. Alors ils vont lire, le gros titre c'est quoi ? Plus de la moitié, c'est ce que j'ai lu moi une fois, ça m'a fait sauter en l'air, plus de la moitié des forêts européennes ont disparu. Ah bon ? Plus de la moitié des forêts européennes ont disparu, c'est inquiétant ça. Alors j'ai lu l'article moi. Et qu'est-ce qu'il disait ? Au cours des 6000 dernières années, en raison de la demande croissante de terres agricoles, etc., l'université de Plymouth a trouvé que probablement ça avait divisé. Effectivement, si on remonte au temps du déluge, effectivement il y avait beaucoup moins d'habitants, il est probable qu'il y ait eu une certaine déforestation.
Maintenant, moi, je n'ai pas les données depuis le déluge, mais j'ai les données depuis 50 ans. Et si on regarde les données depuis 50 ans, la forêt européenne gagne 254 mètres carrés par seconde. Ça veut dire que depuis que je parle, la forêt s'étend largement. Elle s'étend toutes les 40 secondes d'un hectare, c'est-à-dire 800 000 hectares par an de plus en Europe. Mais ce qui façonne l'opinion publique, c'est le gros titre précédent. Plus de la moitié des forêts européennes ont disparu. Tous ces chiffres ne résistent pas à l'analyse scientifique. Ouais. Et pourtant, si on n'a pas les données du déluge, on a les données de la banquise. Elles fondent ces banquises, non? Alors, effectivement, Al Gore nous avait prévenu il n'y aurait plus de banquise et plus rien au pôle Nord en 2013. Donc on était prévenus. Et c'est sur ces affirmations gratuites qu'il a reçu le prix Nobel. Alors qu'en est-il? Alors effectivement, on nous montre des tas de photos qui façonnent notre opinion. On nous montre ce pauvre ours qui dérive sur un morceau de glace. Alors ça, c'est de l'émotion. On imagine ton enfant qui serait là et là, tu es complètement angoissé. En fait, pour l'ours, vous savez, le record de natation d'un ours, c'est 600 km. Donc lui, ce n'est pas un problème d'être là déjà, c'est sa vie normale. Et puis, en fait, tout ça n'est qu'un photomontage. Vous avez exactement la même photo avec des pingouins. Donc déjà, n'y croyez pas. Parce qu'aujourd'hui, avec Photoshop, on fait bien ce qu'on veut. Vous voyez. D'ailleurs, Science avait publié cette photo et s'est excusé en disant « Je me suis fait avoir par un photomontage, excusez-moi, cette photo n'est pas réelle. » Et puis, quand vous a plus fait peur avec le pauvre ours qui dérivait, on vous avait fait peur avec l'ours famélique, qui était en train de mourir. Alors, rassurez-vous, la population des ours se porte très bien. Au contraire, ils ne sont jamais si bien portés. Mais ça, c'est la vie normale des ours. Parce qu'effectivement, les gens qui travaillent là-dessus nous expliquent que quand ils sont très vieux, ils n'arrivent plus à se nourrir et ils meurent de faim, de vieillesse, parce qu'ils n'arrivent plus à poursuivre leur proie. Et il n'y a pas la sécurité sociale qui les assiste, qui les remet dans un banc pour ours, se nourrir à la petite cuillère. Donc, c'est juste la vie normale d'un ours. Il faut en trouver un assez vieux pour avoir la photo qui a fait le tour du monde. Donc, on va émouvoir les gens sur des photos qui vont jouer dans leur imaginaire dans une direction, mais qui ne correspondent en rien à la peur qu'on veut engendrer. Alors les glaces qui fondent, ça a toujours existé. Donc c'est très facile de faire une photo de la banquise qui fond, de vous montrer un énorme pan de glace qui se fissure, et de faire la photo, mettre le bruit du crack quand il se fissure, de le voir qui tombe dans la mer. Mais pourtant, depuis que le monde est monde, depuis des millénaires, on a des blocs qui se fissurent, on a des glaciers, c'est connu depuis tout temps. Les icebergs étaient un problème pour les navigateurs déjà du temps de Christophe Colomb. Donc, de tout temps, il n'a pas fallu attendre le Titanic pour savoir qu'il y avait des icebergs. Donc, de tout temps, on a eu la banquise qui fond. Et de tout temps, la banquise gèle. Et d'ailleurs, sur un site d'un parti politique que je ne citerai pas, il mettait pour affoler tout le monde, la banquise perd, je ne sais plus le chiffre, mais c'était 14 milliards de litres par jour, etc. Et ce qui était vrai. Mais il ne disait pas qu'il se gelait 14 milliards de litres aussi. Donc, il prenait la moitié du problème sans dire l'autre. Et pour savoir si elle grandit ou elle diminue, faire le bilan de ce qu'ils font et soustraire ce qui se gèle. Et en fait, en été, il y en a plus qui font et moins qui gèlent, et en hiver, plus qui gèlent et moins qui font. Et si vous voulez avoir un vrai recul, il faut faire une moyenne sur l'année de ce qui a fondu et de ce qui n'a pas fondu. Alors, on va voir sur le pôle Nord, et on va parler du pôle Sud dont personne ne parle, parce que le pôle Sud, la glace du pôle Sud s'agrandit depuis 10 ans. Alors pourquoi la surface de glace est si important? C'est que c'est quelque chose qui intervient dans tous les modèles climatiques. En fait, le soleil nous chauffe, mais une partie des rayons du soleil sont renvoyés dans l'espace, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Et si la Terre est couverte de forêt, elle va absorber beaucoup plus et beaucoup moins renvoyer d'énergie que si elle est couverte de glace. Donc quand la Terre est couverte de glace, eh bien c'est un effet accélérateur du refroidissement, mais si elle est couverte de forêt, c'est accélérateur du réchauffement. Donc, savoir si la glace augmente ou diminue, ça fait partie des effets couplés qui sont dans les modèles climatiques. Et donc, on nous a affolé, la glace va disparaître, on va avoir que de la forêt, donc ça va encore s'accélérer pour réchauffer. En fait, non, globalement, la quantité de glace sur la Terre n'a quasiment pas changé. Ce qu'on a perdu au nord pendant un certain temps, c'est retrouvé au sud, et le pôle sud, la glace grandissait. Alors maintenant, revenons au nord. Au nord, effectivement, pendant un certain temps, des années 90-2000, eh bien, on a vu la banquise rétrécir. Et puis, depuis
2004, on considère que c'est quasiment stabilisé, et c'est complètement stabilisé, ça réaugmente même légèrement depuis 2012. Donc si on regarde ici, vous avez la température moyenne et vous avez l'extension moyenne de l'Arctique, et on va voir qu'effectivement, eh bien, ça gèle en hiver, ça fond en été, ça gèle en hiver, ça fond en été, et donc la dimension a toujours bougé, mais ces courbes, en gros, depuis une dizaine d'années, sont dans ce même faisceau stationnaire. Donc pas d'affolement là non plus. Si on regarde même les températures au Groenland, alors je vais en parler après, mais ce qui m'irrite beaucoup, c'est la malhonnêteté scientifique. Il y a les gens qui vont comparer des choses qui ne sont pas comparables et qui vont toujours prendre la courbe. Donc si vous voulez montrer qu'il y a un problème, vous allez chercher où est-ce que ça se réchauffe. Et vous allez trouver qu'effectivement, si vous regardez un mois de l'année, par exemple celui-là, il y a un très très léger réchauffement du Groenland. Mais si vous regardez d'autres mois de l'année, il y a un très léger refroidissement par rapport à la moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est de coupler les deux pour avoir une moyenne annuelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis une dizaine d'années, le Groenland est légèrement refroidi. Donc on n'est plus du tout dans cette réalité d'un réchauffement qui conduirait à faire disparaître le pôle Nord. Alors, Étienne, vous nous avez donné un certain nombre d'informations sur les données climatiques. Et si je vous comprends bien, nous ne serions donc pas menacés non plus par d'éventuelles montées des eaux? Absolument, absolument. On a vu que la montée des eaux est régulière depuis 150 ans. C'est typiquement 20 cm par siècle, c'est-à-dire 3 fois rien. Et alors avec ça, on va pouvoir vous affoler sur plein de choses. Donc on va peut-être passer sur la partie des glaces. J'ai plein de données sur les glaces, mais puisque vous me parlez de ça, parlons des eaux. On avait annoncé que les pauvres îles du Pacifique allaient être totalement submergées et qu'on a inventé un nouveau terme de réfugiés environnementaux. Il allait devoir qui s'enfuient et on allait devoir les recaser à cause des... Alors, effectivement, les modèles de montée des eaux étaient bons, parce que ça, c'est pas trop difficile. N'importe qui sait faire une règle de 3, avec 20 cm par siècle, peut dire que l'eau est bien montée comme prévu. Mais la Terre est un géosystème dynamique. Il y a énormément de paramètres, et prétendre tous les contrôler, c'est souvent une illusion. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces îles qui avaient été prédites à la disparition, elles ont vu leur surface augmenter dans les 10 dernières années. Non pas que l'eau n'ait pas monté, elle a monté. Elle a monté de quelques centimètres, puisqu'on n'a pas passé un siècle depuis ces prévisions, hein, quelques centimètres. Mais d'abord, ça a été loin de les submerger, mais globalement, il y a des tas d'autres phénomènes. Il y a de la géophysique, il y a de la tectonique qui fait que certaines îles montent, et peuvent monter de plusieurs mètres. Il y a des coraux qui se forment et qui font agrandir. Il y a des dépôts de sédiments. Et pour toutes ces raisons, eh bien, ce qui avait été prédit comme une île qui allait disparaître, c'est une île qui grandit. Donc on avait commencé à forcer des gens à partir, à les déménager en Australie ou en Nouvelle-Zélande. On leur mettait une pression énorme pour les faire partir, pour montrer, pour fabriquer les réfugiés climatiques qu'on avait annoncés. Parce que pour montrer que ce qu'on annonce est vrai, il faut forcer les gens à partir pour dire qu'on a des réfugiés climatiques. Et aujourd'hui, eh bien, on voit que ça a des conséquences graves sur la vie de gens qu'on a quasiment forcés à déménager, et que ceux qui ont résisté au changement, combien ils ont eu raison. Et ils sont toujours là. Alors un autre sujet peut-être, c'est les catastrophes naturelles. Je ne sais pas si vous souhaitez en parler. Oui, j'aimerais que vous puissiez aborder ce sujet. Qu'en est-il? En fait, les journaux n'arrêtent pas de dire, et ça c'est quelque chose qui aussi mérite, c'est quand vous discutez avec un climatologue qui est alarmiste, quand il y a un événement, un cyclone, une température caniculaire comme cet été, il vous assure mordicus que c'est la preuve du réchauffement climatique. Mais si vous avez un effet inverse, il vous tient un discours extrêmement scientifique en disant « Mais monsieur, vous confondez climat et météo. Le climat, c'est une compréhension à long terme, ça n'a rien à voir avec la météo du jour. Et monsieur, là, vous faites une énorme... » Et c'est ça, ils ont raison. Mais ceux dont ils accusent certains, ils n'arrêtent pas de le faire, parce que dès qu'il y a un événement, un ouragan, c'est le réchauffement. Il y a une neige à New York, c'est le réchauffement climatique. Il y a quoi que ce soit, c'est le réchauffement climatique. Alors, pour avoir une idée là-dessus, il faut faire des statistiques.
Il faut prendre tous les événements sur un siècle ou deux, en intensité, en fréquence, etc., et faire des abats, qui est un travail de statisticien. Alors, toutes les études du Commissariat général au développement durable en France montrent qu'il n'existe pas de preuves concrètes que le changement climatique ait influé sur les dommages causés par les catastrophes naturelles en France au cours des dernières décennies. Mais ce qui est vrai pour la France l'est tout autant au niveau mondial. Quoi qu'en dise notre cher président, qui a annoncé que l'ouragan Irma était une conséquence directe du réchauffement climatique, eh bien, moi j'affirme l'inverse, que Irma n'est pas un événement sans précédent à l'Atlantique Nord, qu'on n'observe pas d'augmentation ni dans la fréquence ni dans l'intensité de l'activité cyclonique des 40 dernières années, et que le réchauffement climatique mondial n'a pas d'impact détectable sur l'activité cyclonique. Voilà ce que les chiffres donnent. Si vous prenez ces chiffres de la NOAA, qui sont l'organisme américain qui surveille toutes ces données-là, vous pouvez voir qu'il y a en gros un cyclone comme ça, il y en a à peu près, on en a dénombré 24 sur presque un siècle, c'est-à-dire un tous les 4 ans. Alors ils ne sont pas toujours au même endroit, fort heureusement. Et quand on regarde l'intensité et la fréquence, strictement aucune augmentation, si même il y avait une tendance à la diminution, mais ce n'est pas significatif, donc on va dire aucun changement. Alors qu'est-ce qui change ? Si les cyclones ne changent pas en intensité ou fréquence, ce qui change, c'est leur côté meurtrier. Quand vous lisez l'histoire, le même cyclone qui avait fait 200 000 morts dans les 1800 quelque chose, aujourd'hui en Floride va en faire 50. Parce qu'on a des moyens pour prévenir, pour déplacer des populations. Donc ce qui change, ce n'est pas l'intensité cyclonique, mais c'est la technologie qui fait que le même événement qui tuait 200 000 n'en tue plus que 50. Alors qu'est-ce qui donne l'impression que ça augmente ? Eh bien, ce qui donne l'impression que ça augmente, c'est un petit outil que vous avez certainement dans votre poche comme moi. C'est ça. Et en fait, vous voyez la montée exponentielle du nombre d'internautes, de personnes qui ont ça dans leur poche. Il y a 200 ans, quand il y avait un séisme majeur, quand il y avait un ouragan, la plupart des gens n'étaient pas au courant et les plus instruits lisaient un récit 3 mois après qui racontait qu'il y avait eu un séisme majeur, etc. Mais il n'y avait pas d'image flash. Aujourd'hui, vous avez l'animal qui est dans la baie de Floride parce que Irma a enlevé tout l'eau et qui est en train de mourir. Vous avez la personne qui est sur un arbre et les images arrivent à toute allure. Et ce flot d'images donne l'impression qu'il y a plus de catastrophes parce qu'elles sont beaucoup plus médiatisées qu'elles ne l'étaient. Et donc mais cette impression ne résiste pas à l'analyse scientifique de fréquence. Oui. Vous m'aviez dit précédemment, au tout début de votre exposé, que vous aviez cru au RSA, mais qu'est-ce qui a donc fait changer votre avis? Comment vous avez évolué? Alors, ce qui m'a fait changer, c'est d'abord les données. Parce que je dis, mais attendez, vous prenez ce chiffre-là, et là, quand il y a 3 chiffres ou 4 qui montent, vous me dites c'est significatif. Vous en avez 10 qui sont stationnaires, vous me dites ça, c'est juste les aléas climatiques. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et puis ces 2 poids, 2 mesures n'étaient pas que sur les données, mais aussi sur les gens. Certains éminents scientifiques, comme Vincent Courtillot, académicien, ancien président de l'Institut de physique du globe, étaient interdits de séjour au CEA, alors qu'on invitait des Jean Jouzel, qui avaient certainement... Ces 2 poids, 2 mesures m'ont beaucoup alerté. Parce qu'en science, pour moi, la science avance par contradiction, par confrontation des modèles avec la réalité. Et si on ne peut pas faire ce travail sérieux, si on fait taire les opposants, pour moi, on fait taire la science. À partir du moment où la science ne peut plus être contestée à les paroles d'évangile, pour moi, c'est plus de la science. Aujourd'hui, on est arrivé au point où la science va être imposée par la Constitution. C'est-à-dire, c'est nos députés qui vont décréter quelle est la bonne science de la mauvaise science. Bonjour la compétence. On va mettre des clauses sur le réchauffement climatique jusque dans la Constitution. Donc ça m'a vraiment alerté. En fait, quand vous regardez, ce fameux consensus est jalonné de fraudes et de publications biaisées. Et c'est ça qui m'a alerté. Il y a eu le ClimateGate en 2009 qui a montré que la courbe de Mann, elle avait été faite en prenant les données qui allaient dans le bon sens, mais en supprimant les autres données. Il y a eu l'intimidation de ceux qui ont osé s'opposer et qu'on a traité de négationnisme. Moi-même, j'ai été traité de négationniste, chambre à gaz. Donc des mots extrêmement violents, simplement parce que vous faites de la bonne science. Vous voulez confronter des données et des modèles. Et puis, plus récemment, c'était en 2015, il y avait les accords de Paris, la COP à Paris,
Et mon fils, qui est à Strasbourg, me dit « Papa, tu vas toujours parler de cette pause du climat qui fait que depuis une quinzaine d'années ou plus, il n'y a plus rien qui bouge réellement. Mais tu t'es complètement trompé, papa. Il y a un article qui vient de sortir dans Science qui démontre que la pause était fausse et que finalement, ça monte quand même, depuis l'an 2010. » Je dis « Ah bon, ben, donne-moi les références, je vais chercher l'article. » Donc, effectivement, il y a eu un article dans Science qui a été publié qui disait la pause que beaucoup de scientifiques exposent est du pipeau. En fait, ça continue à se réchauffer, quoi qu'on en dise, etc. Et c'était juste avant l'accord de Paris. Et puis, il y a eu un changement de président aux États-Unis. Et du coup, ça a libéré des langues de personnes qui ne pouvaient pas parler, notamment un scientifique de la NOAA, l'organisme dont vient cette publication, qui a parlé comment son directeur en permanence trier les données, mettait le doigt sur le plateau de la balance, comme il dit, pour influer du côté du réchauffement, et combien on a mis la pression pour qu'une publi soit faite à la hâte, absolument pas dans tous les standards scientifiques de reviewage, etc., pour que ça sorte juste au moment des accords de Paris, pour que tous les pays adhèrent. Donc on voit l'intrusion de la politique dans les données scientifiques. Alors depuis, je peux vous dire que ce directeur de la NOAA a été remplacé, et que la NOAA vient de publier que le réchauffement climatique n'était plus un souci pour elle. Et il y a un procès d'ailleurs qui s'est fait pour avoir faussé les données. Pendant longtemps, les universités qui avaient derrière ces données ont refusé de mettre sur la place publique les données. Il y a eu des procès. La justice a tranché, a dit vous avez 90 jours pour mettre à plat toutes les données. Donc ils ont dit bon, on va le faire. Et il se trouve que les ordinateurs sont tombés en panne, les disques durs sont effacés. Je n'ai pas bien compris ce qui se passe, mais depuis que la justice a tranché, les ordinateurs marchent moins bien. En fait, on est dans un mensonge comme outil politique. Et moi, quand j'ai démarré la science, je pensais que nous, les scientifiques, on n'était quand même pas très influençables par le politique. On avait une intégrité intrinsèque qui avait résisté à la pression politique. Eh bien, je dois déchanter complètement là-dessus. Je vois qu'aujourd'hui, la pression politique est capable d'influencer énormément de scientifiques. Et Al Gore disait dans une interview de mai 2006, « Je pense qu'il convient de surreprésenter les faits qui montrent à quel point le réchauffement global est dangereux pour inciter les gens à écouter les solutions. » Surreprésenter les faits. Quand vous lisez le ministre de l'Environnement, ancien ministre de l'Environnement du Canada, elle disait « Peu importe que la science du réchauffement climatique soit fausse, le changement climatique offre la plus grande chance d'apporter justice et égalité à la planète. » C'est intéressant de voir les motivations. Un autre professeur qui a été un des leaders des rapports du GIEC nous disait « Nous avons besoin d'un soutien général pour captiver l'imagination du public. Nous devons donc proposer des scénarios effrayants, faire des déclarations simplifiées et dramatiques et faire peu de cas de nos doutes. Chacun de vous doit décider quel est le juste équilibre entre être efficace et être honnête. » Vous croyez qu'on est dans la science, là ? Professeur de climatologie. Le président Trump avait dénoncé les accords de Paris, les accords de la COP21. La position des États-Unis, elle est assez singulière par rapport au contexte mondial, au concert mondial. Pouvez-vous commenter, je dirais, Alors, la face position des États-Unis ? À la pression mondialiste, il y a peu qui résistent. Et effectivement, il y a un homme qui a eu le courage, je dirais, d'aller à l'encontre de cette pression terrible et de dire « ces choses-là, ça ne tient pas la route. On est en train de dépenser, on va regarder les chiffres tout à l'heure, mais ça, c'est des chiffres en milliards, des milliers de milliards de dollars qui sont juste pour ruiner, affamer des gens, pour une cause qui n'existe pas et qui sont un véritable racket mondial. Nous allons sortir de ces accords et il a fort bien fait. Et aujourd'hui, il y a des procès qui ont été faits, qui avaient démarré avant qu'il soit là, parce qu'on accusait l'industrie pétrolière de tous les maux. Donc dès qu'il y avait un problème, c'est la faute du réchauffement climatique. Et dans ces procès, aujourd'hui, c'est les climatologues que je citais tout à l'heure, qui aujourd'hui sont des gens honnêtes, qui font des rapports et qui montrent qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas imputer l'homme sur ce changement climatique. Les sénateurs américains, dans leur majorité, ont dit oui, le réchauffement est un fait,
mais l'attribuer à l'activité humaine, on ne peut pas le dire aujourd'hui. C'est une arrogance de penser que l'homme est capable de changer le climat. Le climat a toujours changé et il n'y a rien dans les chiffres qui montre que ce soit l'homme qui le change. Donc voilà aujourd'hui la position majoritaire aux États-Unis, même si les médias américains, je dirais, sont plutôt, dans la pensée unique et continuent à matraquer, même aux États-Unis, sur le changement climatique. Alors par ailleurs, il y a d'autres pays qui, eux, n'y croient pas non plus, comme la Chine ou l'Inde, mais qui ont choisi de jouer du velours. C'est-à-dire dire, d'accord, on va y rentrer dedans, mais vous allez nous payer, vous allez nous donner, et puis toute la manière, nous, en 2050, on commencera à réduire, etc. Donc, en fait, qui profitent de ça pour un intérêt économique et prendre de la puissance, mais qui n'y croient pas du tout non plus. Comment, avec tout ce que vous nous dites, la population a fini par être convaincue des positions tenues par le RSA, le RCA? Alors, en fait, j'ai bien aimé un petit exposé d'un climatologue américain, justement, qui s'appelle Richard Lindzen, qui est vraiment une personne éminente de l'Académie des sciences américaines. Et je pourrais vous donner le lien pour regarder, si vous parlez anglais, son petit clip. Et j'en ai mis quelques éléments sur cette diapositive. Il dit, en fait, il y a 3 groupes de population. Le groupe 1, c'est des scientifiques qui croient que, sincèrement, que le réchauffement est lié au CO2, à l'homme, et qui disent que ça pourrait conduire à des conséquences, on ne sait pas exactement, mais qui ont du mal à modéliser, mais qui pensent que c'est lié au CO2. Il y a un deuxième groupe, c'est les scientifiques comme moi, qui pensent que le climat a toujours changé, que les causes sont multifactorielles, qu'aujourd'hui on n'est pas capable de discriminer toutes ces causes, il y a énormément de facteurs. On a vu que les volcans, les poussières, la pollution, la quantité de glace, énormément de facteurs. Les circulations, quand on voit les circulations, ce qu'on appelle thermohaline, c'est-à-dire l'eau qui, lorsqu'elle est froide, va s'enfoncer, va remonter, on voit les constantes de temps qui sont de l'ordre de 1000 ans. On se dit que quelle présomption de penser qu'on peut modéliser ça, alors que la constante de temps est de l'ordre de 1000 ans quand une eau froide coule quelque part et ressort chaud à des milliers de kilomètres plus loin. Et le troisième groupe, c'est les politiciens, les environnementalistes, c'est-à-dire les écologistes religieux, j'allais dire, et les médias, les militants. Alors, comme il le souligne, le groupe 1 et 2, de ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, sont finalement d'accord sur beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on croit. Ils sont d'accord que le climat a toujours changé, ils sont d'accord que la teneur en CO2 augmente, et que c'est probablement lié depuis 1960 aux fossiles. Ils sont d'accord que sur cette période, l'augmentation du climat était très modeste, 0,8 à 1 degré par siècle. Et ils sont d'accord en plus pour dire que le système climatique est trop compliqué pour pouvoir faire des prévisions à long terme. Ça, c'est tiré d'un rapport du GIEC. Le système climatique est un système couplé non linéaire, un système chaotique, et il est ainsi impossible de faire des prédictions à long terme. Et de ces rapports où vous lisez ça, sortent les prédictions à long terme. C'est quand même assez surprenant qu'il y ait des rapports pour décideurs qui vous disent « Nous avons démontré avec une probabilité de 95% qu'on va vers des changements liés à l'homme qui sont dramatiques. » Alors que 95% c'est sorti du chapeau. Pour un scientifique, il faut me donner des écart-types, comment ils sont calculés, il faut me donner des éléments. C'est purement sorti du chapeau. C'est une sorte de mantra. Mantra qui dit juste l'inverse de ce que disaient les rapports. Nous ne sommes pas capables de prédire le climat à long terme. Alors pourquoi tout le public le croit? Puisque même les scientifiques, pour ou contre le réchauffement anthropique, disent que ce n'est pas possible de le modéliser. Eh bien, ils y croient parce que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est le groupe 3. Il a pris totalement le pouvoir par les médias. Les politiciens y trouvent leur compte parce qu'il y a argent et pouvoir à se faire. Et ils tirent... Alors, il y a ceux qui veulent renverser le capitalisme, il y a ceux qui veulent un gouvernement mondial, il y a toutes sortes de différents courants de pouvoir, mais qui trouvent un intérêt gigantesque avec des sommes colossales, on va regarder un peu après. Après, il y a les environnementalistes. Là, ils trouvent un argent à profusion pour leurs organisations. Greenpeace, WWF n'a jamais été couvert autant d'argent. Et surtout, ils ont la confirmation de leur dévotion quasi religieuse à l'idée que l'homme est une force destructive de la nature et que l'homme doit décroître. Et enfin, il y a les médias
qui sont poussés par les trois choses. Ils sont poussés par l'idéologie, par l'argent et par les gros titres. C'est beaucoup plus facile de faire des gros titres avec la peur qu'avec les trains qui arrivent à l'heure. Alors, regardons les enjeux. J'ai pris cette diapositive du professeur François Gervais. Le coût de la lutte contre le changement climatique a été évalué par la Banque mondiale à 89 000 milliards de dollars d'ici 2030, soit 16 milliards de dollars par jour. Si on fait ça, et on est parti pour, la dette souveraine mondiale, qui est de 60 000 milliards de dollars, va être multipliée par 2,5. Tous les pays vont être complètement esclaves de choses supranationales qui contrôlent leur économie. On va être tous la Grèce, quelque part, contrôlés par l'économie mondiale. Donc il y a une volonté aujourd'hui et des enjeux absolument considérables. Et ces 16 milliards de dollars par jour, ils sont pris dans le porte-monnaie des plus pauvres. Donc on est en train de faire des actes extrêmement forts qui vont asservir toute une partie de la population. Parce que si le coût de l'énergie est multiplié par 2, comme c'est le coût du courant électrique en Allemagne, par exemple, grâce à leur magnifique transition énergétique, les plus riches, c'est pas dramatique. Par contre, on estime que les gens qui sont en précarité énergétique ont été multipliés par 10 en l'espace d'une quinzaine d'années. C'est-à-dire des gens qui, l'hiver, ont à choisir entre manger ou se chauffer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sans incidence sur la vie de nos concitoyens. Les motivations, elles sont éminemment politiques. La responsable à l'ONU du changement climatique, cette dame, Christina Figuer, et dans une conférence, on arrive toujours, en lisant entre les lignes, à voir ce qu'il pense. Et un jour, ce qu'elle a dit, c'est que vraiment, l'environnement, ce n'était pas son problème. Et elle a admis l'objectif des militants écologistes n'est pas de sauver le monde de la catastrophe écologique, c'est de détruire le capitalisme. Elle dit c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous fixons la tâche de, intentionnellement et dans une période de temps définie, changer de modèle de développement économique qui a régné pendant au moins 150 ans depuis la révolution industrielle. En fait, derrière tout ça, il y a un mouvement d'écologie profonde qui a pris ses racines il y a fort longtemps, avec des philosophes qu'on avait pensés farfelus, mais qui aujourd'hui ont mis leur thèse, qui ont infecté la société de manière profonde. La base, c'est la théorie de l'évolution. La base, c'est de dire que l'homme n'a pas plus de valeur que la coccinelle ou le ver de terre, puisqu'on est tous une bactérie évoluée à différents niveaux. Et si la vie humaine n'a pas plus de valeur que la vie, à la limite même des fougères, que la vie des arbres, que la vie de n'importe quoi, alors l'homme serait le prédateur de la planète et une baisse substantielle de la population humaine est indispensable pour sauver la coccinelle, le ver de terre et la fougère. Donc cette philosophie, elle a été instrumentalisée par Hans Jonas, qui est un philosophe connu, qui a publié un bouquin dans lequel il parle de l'heuristique de la peur. Et qu'est-ce qu'il dit dans son bouquin ? Mentez, mentez, braves gens, faites peur, c'est pour la bonne cause, ça va sauver la planète. Ces gens-là, ils ont un journal qui s'appelle La Décroissance. Si vous en lisez quelques articles, vos cheveux vont se hérisser sur la tête. Ils disent, les ennemis de la vie ne sont pas seulement parmi les industriels, tout industriel est un ennemi de la vie, mais ce sont aussi à tous ceux qui ne croient pas à la catastrophe. Il faut douter de tout, sauf du pire. Hans Jonas, principe de responsabilité, il appelle ça. Donc voilà cette philosophie qui anime un certain nombre de nos gouvernants et qui a infecté beaucoup de gens au plus haut niveau. J'ai une question quand même toute personnelle, si vous voulez bien que je vous la formule. Est-ce que vous ne pensez pas pour autant que le modèle consumériste qui nous est proposé, ce modèle progressiste, n'impacte pas finalement les conditions même de la vie écologique? Est-ce qu'il n'y a pas un trouble dans les écosystèmes du fait d'une consommation qui est sans frein, qui est sans limite, sans mesure parfois? L'hédonisme et l'égoïsme, le péché dans toutes ses formes, détruit la société et abîme la planète. Quand l'homme est égoïste, je ne reviens pas ici, je balance mes détritus et je ne reviens pas dans la forêt, j'en ai rien à cirer. Donc cette nature de l'homme pose le problème. Par contre, quand la source de pollution s'arrête, la Terre a une résilience extraordinaire. Par exemple, on avait annoncé que dans le golfe du Mexique, vous savez qu'il y a une pollution au pétrole, n'a pas réussi pendant des années, des mois, des semaines à
étanché ce tube qui fuyait. Il y a des barils et des barils de pétrole qui ont été versés dans le golfe du Mexique. Et là, on a annoncé, c'est fini pour le restant de la vie, le golfe est pourri pour le restant de ses jours, on ne pêchera plus jamais, tout un écosystème détruit pour l'éternité, etc., etc. 4 ans après, tout était rentré dans l'ordre. Parce que la capacité des bactéries de bouffer le pétrole, la capacité des systèmes de se régénérer, Dieu a fait une planète extrêmement forte. C'est comme notre corps qui est capable de réparer son ADN, qui est capable... Eh bien, la nature est extrêmement généreuse et se répare très bien. Par contre, tant que la source de pollution se maintient, eh bien, effectivement, il faut travailler à la source. Mais on nous fait croire que la source de pollution, c'est le développement industriel économique. C'est juste l'inverse de la réalité. L'inverse de la réalité, dans les années 50, nos rivières étaient polluées, l'air était pollué, et le développement industriel a permis d'avoir un air toujours plus pur, des filtres toujours meilleurs, des épurations toujours meilleures, ce qui fait que c'est exactement l'inverse ce qui se passe. Le développement permet de nettoyer la planète. Alors certains pays comme la Chine se sont développés rapidement et ont conduit à une pollution. Mais dans l'analyse bénéfice-risque, ils restent bénéficiaires. Ils ont gagné 36 ans d'espérance de vie en un demi-siècle. Et l'avoir de l'énergie, ça a permis de développer la Chine. Alors aujourd'hui, ils vont se battre, comme on l'a fait, et de manière accélérée, pour réduire leur pollution. Ils vont certainement gagner encore 1 ou 2 années d'espérance de vie. Mais entre avoir de l'énergie, un peu de pollution et pas d'énergie, il n'y a pas photo. C'est 36 années d'espérance de vie gagnées en un demi-siècle. Donc vous exposez à la fois comme chrétien une dimension de la réalité telle qu'on la voit. Vous êtes donc en quête de vérité. Tout à fait. Mais en même temps, vous n'encouragez pas une société qui ne serait pas fondée sur une frugalité. Et alors, je dirais frugalité, le mot ne me va pas nécessairement. Je dirais que le chrétien est encouragé à ne pas vouloir gonfler comme un bœuf et être toujours plus riche, etc. Mais en même temps, on a un Dieu généreux qui ne nous a pas appelés à vivre dans une espèce de pauvreté de toutes sortes, énergétique. Pour moi, c'est plutôt le contraire qui va nous maintenir dans une pauvreté, une stérilité. Moi, quand j'entends Nicolas Hulot dire qu'aujourd'hui, il voudrait que tout Français vive comme un cosmonaute, c'est-à-dire que même notre oxygène nous soit compté dans une petite boîte et qu'on mange qu'une petite pilule, honnêtement, je ne crois pas que c'est la vie dont j'ai envie, ni celle pour laquelle j'ai été créé. Alors, il y a un équilibre à trouver, mais la planète est riche. La planète pourrait nourrir facilement le double d'individus sans aucun problème. Les ressources se multiplient. Dès que l'homme travaille, il peut multiplier les ressources. Il suffit qu'il y ait du travail et que l'homme le fasse intelligemment. Par contre, on voit bien que c'est toujours l'homme qui est le problème. Parce que même quand la ressource est là, on voit des pays d'Afrique qui ont des ressources extraordinaires, les tribus, les guerres, l'idéologie de toutes sortes va affamer l'homme. C'est jamais la ressource le problème, c'est toujours le péché de l'homme. Mais il conviendra quand même de réfléchir à une mesure, à la démesure. Tout à fait. Alors effectivement, on voit d'ailleurs sur la courbe, il y a une courbe que je n'ai pas prévu de présenter, je n'avais pas pensé à cette question, mais qui montre l'espérance de vie en fonction de l'énergie dépensée. Et c'est une courbe qui monte très très vite. Quand vous dépensez la quantité d'énergie qu'on dépensait au Moyen-Âge, notre espérance de vie était dans la trentaine d'années, eh bien, vous avez toujours une espérance de vie dans certains pays comme le Mali, l'Afghanistan, qui est dans 30 et 40 ans. Et puis dès que vous avez un peu d'énergie, ça monte très très vite. Vous avez accès à l'eau potable, vous avez un frigo, vous avez un dispensaire, vous mettez un peu plus d'énergie, vous avez une université, ça monte très vite. Et puis entre un Français qui fait 4 tonnes d'équivalent pétrole par habitant et par an et un Américain qui en fait 8, plateau. Aucun gain. Donc effectivement, de surconsommer n'apporte rien. Mais par contre, si on voulait nous faire passer de 4 à 1, comme certains prétendent, notre espérance de vie perdrait 20 ans. Le Français moyen perdrait 20 ans d'espérance de vie. Et ça, je ne le souhaite pas. Honnêtement, je ne souhaite pas que si je suis malade ou mon enfant est malade, le SAMU arrive à cheval. D'accord. Étienne Vernaz, je vous remercie pour la qualité de vos réponses. Merci pour cet entretien et cet échange.